Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le chef de l'État, donc en marge du 33e sommet de l'Union africaine, a eu des rencontres bilatérales, notamment avec la présidente de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie. Et au Soudan, l'armée promet de respecter l'accord, donc. Merci à vous de nous rejoindre. Outre sa participation donc à l'ouverture du sommet destiné au lancement de la zone de libre-échange continentale suivie d'une réunion à huis clos avec ses pairs africains où il a prononcé un important discours portant sur la ratification rapide de l'accord de libre-échange, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a eu des entretiens avec les dirigeants des pays amis. C'est ainsi que dans l'après-midi, il a eu une rencontre avec la présidente de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie, Sahle-Work Zewde. Première femme présidente de l'Éthiopie, Madame Zewde est une personnalité très connue à Djibouti où elle a exercé les fonctions d'ambassadrice de son pays auprès de notre pays pendant de nombreuses années. L'entretien entre le président Guelleh et la présidente de l'Éthiopie a été très intense et cordial. Les deux personnalités entretiennent des relations de proximité très privilégiées et se connaissent très bien. Les discussions ont porté également sur la situation des relations qui sont excellentes grâce à une politique d'intégration qui est aujourd'hui un exemple de réussite au niveau continental. Des dossiers d'actualité régionale et africaine ont aussi été au centre des discussions et côté éthiopien, des officiels ont participé à la rencontre dans l'ambassade de l'Éthiopie en Algérie, au Niger, Amin Abdelkader, et côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, et qui était présent lors de cette rencontre entre le président Guelleh et la présidente Zewde. Le 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement africains a ouvert ses portes hier donc, au palais du Congrès de Niamey en présence de nombreux dirigeants africains, dont le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Les travaux donc, de ce sommet sont conduits par le président hôte de ce sommet. Et Mahamadou Issoufou est présidé par le président de l'exercice de l'Union africaine, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, avec la participation du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Et l'ordre du jour principal du sommet donc, porte sur l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, dont la conséquence principale consiste donc en la levée définitive et des taxes et autres droits de douane sur n'importe quel produit africain au sein de l'ensemble des marchés du continent noir. Ce sommet donc servira donc essentiellement de relais à l'adoubement collectif et médiatique qu'apporteront les dirigeants africains à l'entrée en vigueur de cette zone de libre-échange continentale qui équivaut à l'instauration d'un marché commun africain. Cette situation permettra la libre circulation des biens et des personnes entre les États africains et ce qui aura pour conséquence la création de nouvelles opportunités de développement pour les populations africaines, notamment pour les jeunes. Les dirigeants africains ont mis donc en place une approche politique pour adopter des modes d'expression générale de cette nouvelle situation et sous l'égide du président Guelleh, Djibouti fait office de mentor dans l'évolution de l'Afrique en un continent économique intégré. Notre pays a été donc l'un des premiers pays à avoir ratifié l'accord sur la création de la zone de libre-échange continentale africaine. Et après l'ouverture solennelle du sommet de l'Union africaine à Niamey, donc, les dirigeants ont tenu une réunion où le président de la République a prononcé un discours important sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange. Notre ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, est revenu sur les points importants, à savoir la ratification rapide de l'accord de la libre-échange, de la zone de libre-échange par Djibouti et le retombées économiques pour Djibouti et généralement pour l'Afrique de la mise en œuvre de cette zone signée par les 54 pays selon le ministre et qui sera effective l'année prochaine en 2020 notamment. On écoute le porte-parole du gouvernement. Le 12e sommet de l'Union africaine qui se tient à Niamey aujourd'hui et demain est essentiellement consacré au lancement de la zone continentale de libre-échange. Plus de 54 pays ont ratifié le traité de cette zone. Djibouti l'a fait. Et aujourd'hui, les chefs d'État africains se sont réunis à Niamey pour la lancer officiellement. Normalement, le commerce intra-africain, la libre circulation des biens et des personnes devrait commencer le 20 juillet 2020. Ça, c'est une date à laquelle l'on verra certainement une grande évolution dans le commerce intra-africain. Il fallait faire ce rappel parce qu'il était important. Le chef de l'État a fait, bien entendu, une intervention remarquée lors de la réunion
à huis clos des chefs d'État africains et intervention dans laquelle il a d'abord expliqué les raisons pour lesquelles Djibouti a signé et ratifié rapidement ce traité et ensuite a évoqué les perspectives et les possibilités de retombées économiques importantes et pour Djibouti et pour les pays qui auraient ratifié cette convention ou ce traité. Maintenant, il y a quelques difficultés qui devront être, je dirais, résolues sur le cours, n'est-ce pas, du processus de mise en œuvre de ce traité de la ZLECA. Ces difficultés sont nombreuses. Il ne faut pas croire que le fait qu'on ait ratifié et signé un traité qui instaure ou qui installe le marché commun de l'Afrique va se mettre en place et sera exécuté dans toutes ses dispositions du jour au lendemain. Le marché européen s'est construit sur plus de 50 ans et il est toujours en construction. Et donc, les Africains auront certainement besoin d'un certain temps pour que la fluidité du commerce soit réellement et le déplacement des personnes à travers les frontières sans obstacles ni autres contraintes, cela va se faire sur le temps. Maintenant, nous sommes un pays qui n'est pas producteur de produits industriels, qui n'est pas producteur de biens, même si nous produisons des services. Il est important de pouvoir ajuster l'économie djiboutienne aux défis et aux enjeux qui vont découler de l'adhésion à ce marché commun de l'Afrique. Nous avons déjà au niveau du gouvernement pris un certain nombre de mesures qui permettent d'ouvrir notre marché tout en préservant un certain nombre, je dirais, d'atouts qui ne perturbent pas l'économie djiboutienne. Le chef de l'État a voulu expliquer cela lorsque Djibouti a pris un certain nombre de réserves par rapport à la durée à laquelle ce marché commun, ce traité sera mis en œuvre à Djibouti. Ces réserves ont été levées, mais il y a également encore une liste de produits qu'un certain nombre de pays souhaitent garder comme étant des produits exclusifs et dans lesquels ils ne veulent pas que la concurrence d'un marché libre et ouvert s'applique. Et donc, tous ces points relèvent un petit peu des points d'interrogation, des difficultés et des défis que les États africains auront à surmonter. Et le ministre des Affaires étrangères est revenu aussi sur les différentes rencontres que le président Guelleh a eues ou aura en marge du sommet de Niamey. Plusieurs dossiers ont été traités durant ce sommet, à savoir la réforme de l'Union africaine, le financement du Fonds de la paix et aussi la candidature au Conseil de sécurité des Nations Unies. Réécoutons le porte-parole du gouvernement. Bien entendu, en marge de ce sommet, le président de la République aura des rencontres. Cet après-midi, il verra la présidente de l'Éthiopie. Il a déjà vu le président Issoufou hier du Niger. Il y a aussi d'autres rencontres qui sont prévues au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Il faut ajouter à cela que demain se tiendra un autre sommet qui cette fois-ci regroupera les chefs des communautés économiques régionales avec la Commission et la Troïka, présidence actuelle, présidence de l'année dernière et la présidence à venir de l'Union africaine. Ça, c'est le nouveau format qui sera mis en œuvre pour les sommets de l'Union africaine extraordinaire à partir de juillet 2020. C'est-à-dire qu'en 2020, il n'y aura qu'un sommet en janvier ou début février qui va réunir tous les États, chefs d'État africains à Addis Abeba et un sommet extraordinaire au cours duquel vont se rencontrer uniquement les chefs des communautés économiques régionales, en l'occurrence pour notre région, le président de l'IGAD, et pour les autres régions, SADC, CEDEAO, CEMAC, etc. etc. La question de la candidature de Djibouti pour le Conseil de sécurité nous a beaucoup occupé les 3 derniers jours. Le Kenya est toujours en lice pour être candidat en 2021-2022 au nom de l'Afrique de l'Est.
Nous sommes en train de travailler sur cette question également pour essayer de partir à partir de Niamey avec une seule candidature pour l'Afrique de l'Est. Et ce sera Djibouti. C'est l'objectif pour lequel nous travaillons. L'autre élément important qu'il faut également souligner au cours de ce sommet, c'est que le conseil exécutif, c'est-à-dire la réunion ministérielle, s'est penché sur la réforme de la structure de la commission. À partir de 2020, la commission qui est composée aujourd'hui de 10 membres, un président, un vice-président et 8 commissaires, va être ramassée et plus réduite. Il n'y aura plus que 8 membres, un président, un vice-président et 6 commissaires. Et donc ces postes de 6 commissaires seront ouverts à la candidature dans quelques mois. L'autre élément important est le financement de l'organisation. Il y a une réforme qui a été introduite dans le cadre du financement de l'Union africaine. Cette réforme est en train d'être mise en place et il y a un certain nombre de pays qui ont des réserves sur le mode de financement et du programme et de la contribution statutaire et des programmes connexes, notamment le Fonds de la paix. Le Fonds de la paix doit être financé. Au lieu que l'Union africaine sollicite constamment les partenaires étrangers pour résoudre les problèmes de paix sur le continent, les chefs d'État ont décidé à Kigali qu'il fallait mettre en place ce qu'on appelle un fonds de la paix. Et les contributions à ces fonds de la paix seront ponctionnées sur les contributions statutaires de chaque État. Ce qui fait que les contributions statutaires vont augmenter. Et là, il y a des réserves qui sont exprimées par beaucoup d'États, mais la réforme du financement de l'Union africaine est actée. Et à partir de 2020, elle sera mise en œuvre. Voilà, en résumé, les grands points et les questions fondamentales et essentielles qui ont fait l'objet de débats et discussions au plus haut niveau entre les chefs d'État africains et les ministres des Affaires étrangères. Également dans l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu hier la visite d'adieu de Djanabou Maondé, représentante de l'UNICEF à Djibouti. L'entrevue s'est déroulée au salon d'honneur de la primature dans une atmosphère conviviale. La responsable onusienne a appuyé donc Djibouti, l'exécution de nombreux hautement appréciables et s'inscrivant dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des enfants et des femmes en particulier. Djanabou Maondé, arrivée donc elle aussi donc en fin de mission à Djibouti, était venue donc courtoisement saluer le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim Abdelkader Kamel Mohamed et avant de quitter le sol djiboutien. La ministre du Logement, Amina Abdiad, et le ministre des Finances et de l'Économie, Ilyas Moussa Dawale, ont ce matin rassemblé tous les ambassadeurs et les représentants des ONG au Djibouti Palace Kempinski. Cette rencontre qui a réuni donc plusieurs ambassadeurs et plusieurs partenaires techniques visait à développer des stratégies, les mutualiser et sensibiliser afin d'obtenir un meilleur financement pour le secteur du logement et précisément le phare du gouvernement Zéro Bidonville. Zéro Bidonville, ce programme audacieux qui vise à intégrer de résorption de l'habitat précaire et permettra d'en finir avec les bidonvilles dans la capitale en améliorant durablement les conditions de vie urbaine et de répondre de manière appropriée aux besoins de logement décent pour tous les Djiboutiens. Ce programme Zéro Bidonville et donc on va régulariser ce qui est informel. Sa mise en exécution et se fera concrètement par le réaménagement des anciens quartiers périphériques. Les sites impropres à l'habitat seront libérés. Cela va améliorer la situation de nombreux citoyens confrontés aux conséquences de l'urbanisation galopante et s'attaquera aux difficultés d'accès aux fonciers, aux services urbains de base et donc à des logements décents et abordables. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, a dans son allocution souligné l'importance capitale que revêt cette stratégie du programme Zéro Bidonville. Le ministre a souligné donc le droit au logement et une partie intégrante du développement inclusif et solidaire en tant que facteur d'harmonie familiale, de stabilité sociale. Également dans l'actualité, une délégation chinoise conduite par le directeur général adjoint de la police du département Henan Zhu Haijian séjourne à Djibouti. La délégation chinoise, donc accompagnée du directeur général de la police
Abdullahi Abdi Farah et le haut cadre de la police se sont rendus au commissariat central au boulevard de la République. Les membres de la délégation de la police chinoise et son auto se sont ensuite dirigés vers la salle de conférence où une discussion ayant trait aux intérêts communs a été amorcée, agrémentée d'une série de projections expliquant et en image le fonctionnement des activités de la police nationale ainsi que le progrès accompli ces dernières décennies, non seulement en matière logistique, mais également donc au niveau des ressources humaines proprement dites, notant au passage que c'est le commandant Abdelkarim Ahmed Assoui qui était en charge des différentes explications détaillées et qui répondait également aux éventuelles questions. Il est assisté par deux principaux. Et la délégation chinoise a eu l'honneur, après la visite du commissariat, de rendre visite à l'académie de police Idriss Farah Abane de Nagar, toujours guidé par le directeur de la police nationale, le colonel Abdullahi Abdi Farah. Sur place, la délégation chinoise et sa suite s'est rendue chronologiquement à la bibliothèque, à la salle de formation et ensuite au dortoir composé des chambres équipées d'une manière ultra moderne pour que les agents puissent accomplir leur service dans les meilleures conditions possibles. Et pour finir en beauté, tout ce monde s'est prêté à la traditionnelle photo de famille. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, une cérémonie de prestation de serment a eu lieu ce matin dans la salle d'audience de la Cour d'appel au Palais de Justice. Cette cérémonie est présidée donc par la première présidente de la Cour d'appel, Nerma Ali Warsama, entourée de ses conseillers. 3 nouveaux avocats et 7 experts de justice ont prêté serment devant la première présidente de la Cour d'appel. Sachez que depuis l'avènement du nouveau Code civil et suite à la création de l'expertise judiciaire réglementée par divers articles, les experts de justice, après leur cursus sur la liste et avaient d'entrer en fonction en le devoir de prêter serment devant la Cour d'appel de Djibouti, des avocats qui ont également prêté serment. Il s'agit de maître Ali Arif Mohamed, maître Waïs Abdurrahman Hassan ainsi que maître Sadir Ali Ismail, qui ont juré devant Dieu et devant les hommes de ne jamais s'écarter du droit chemin et du devoir ainsi que du respect dû aux tribunaux et autorités publiques. En nouvelle du monde à présent, crise au Soudan, l'armée promet de respecter l'accord. Conspué il y a encore quelques jours, les hauts responsables du Conseil militaire de transition au Soudan sont célébrés comme des héros depuis l'annonce de la situation et la signature d'un accord de partage du pouvoir avec les civils. Le vice-président du Conseil, le général Mohamed Hamdan Dagalo, a appelé à l'unité nationale et a dit que la volonté des militaires d'implémenter cet accord afin de sortir le pays de l'impasse politique dans lequel il est plongé depuis la chute du président Omar Hassan al-Bashir. Les assurances du très contesté général Mohamed Hamdan répondent aux craintes émises par des experts peu après l'annonce de la signature d'un accord entre le Conseil militaire de transition et les leaders de la contestation. Et enfin, législative en Grèce, c'est la droite en tête. Tsipras reconnaît sa défaite. Le parti conservateur Nouvelle Démocratie a infligé une défaite au Premier ministre Alexis Tsipras lors des élections générales anticipées du 7 juillet, donc d'hier. Mitsotakis devient donc le nouveau leader de la Grèce et promet de prendre des mesures pour stimuler la croissance du pays qui sort d'une crise financière éprouvante. Selon les résultats provisoires, le parti Nouvelle Démocratie obtient une majorité absolue avec 158 sièges. Le parti communiste serait crédité de 15 sièges. Et enfin, le parti nationaliste de 10 à 9 députés. Selon les médias grecs, le Premier ministre sortant, qui subit de plein fouet les conséquences de la politique d'austérité mise en place dans le pays, a appelé son adversaire pour le féliciter. Fin de ce journal, excellent après-midi à toutes et à tous et à très bientôt.